Pendant une réunion Zoom de travail, ma petite amie a oublié de couper son micro. Ce que j'ai entendu pendant cet appel m'a poussé à planifier une vengeance extrême qui l'a laissé me supplier pendant des jours. Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu d'élan, et s'abonner est l'un des meilleurs moyens de nous soutenir. C'est rapide, gratuit et cela nous aide à continuer de vous offrir du contenu génial. Votre soutien signifie énormément pour nous. Continuons à faire grandir cette chaîne ensemble. Merci infiniment. Maintenant, commençons la vidéo. J'utilise un compte anonyme pour des raisons évidentes. Cela s'est passé récemment et je suis encore en train de tout digérer. Certains détails ont été modifiés pour préserver la confidentialité, mais l'histoire principale est 100% réelle. C'est un long récit mais croyez-moi, cela en vaut la peine. Résumé, j'ai surpris ma petite amie depuis 2 ans et demi en train de planifier de me quitter une fois qu'elle aurait économisé assez de mon argent. J'ai retourné la situation et détruit toute sa vie à la place. Putain, les gars, je n'aurais jamais cru devoir poster un truc pareil mais nous y voilà. Cette histoire est complètement folle et j'ai besoin de la sortir de ma poitrine. Accrochez-vous, car c'est un tour de montagne russe du début à la fin. Moi, homme de 32 ans, je travaille comme responsable des opérations pour une entreprise de logistique de taille moyenne ici à Phoenix. Je gagne environ 89 000 $ par an, ce qui est un bon salaire, surtout que je suis propriétaire de mon appartement, hérité de mon grand-père, et j'ai remboursé l'hypothèque restante. J'ai ma vie bien en ordre, bon crédit, emploi stable, je prends soin de ma forme, à peu près tout ce que mes parents m'ont appris sur comment être un adulte responsable. Mon passé est assez normal, mon père possède une petite entreprise de plomberie, ma mère travaille à temps partiel dans un cabinet dentaire. Ils se sont tués à la tâche pour me faire des études universitaires afin que j'aie une vie meilleure qu'eux. Je ne prends pas ça à la légère. J'étais célibataire depuis environ 2 ans après que ma dernière relation se soit terminée d'un commun accord. J'étais enfin prêt à trouver quelqu'un de sérieux et commencer à penser au mariage, aux enfants, à toute cette vie. Honnêtement, la vie était bonne. Le travail me tenait occupé sans être trop stressant. Je coordonnais les itinéraires de livraison et gérais les horaires des chauffeurs. J'avais un bon groupe d'amis de la fac qui vivaient toujours dans la région. On jouait au softball le week-end, j'allais voir les matchs des Suns quand je pouvais me payer de bonnes places. Mon appartement est situé dans un joli quartier de Scottsdale, 2 chambres, une cuisine rénovée, petit mais parfait pour un célibataire. Il y a environ 2 ans et demi, j'ai rencontré Ashley dans un marché fermier local. J'étais là pour acheter des légumes et essayer enfin de cuisiner sainement au lieu de vivre sur de la nourriture à emporter. Elle tenait un stand pour une entreprise de marketing numérique, distribuant des prospectus et essayant de faire suivre leur compte sur les réseaux sociaux. La première chose que j'ai remarqué, c'est à quel point elle était magnifique. Cheveux blonds, yeux verts, probablement 1,68 m, un corps athlétique comme si elle faisait vraiment du sport au lieu d'en parler. Elle portait une robe d'été qui révélait juste assez pour être attirante sans être vulgaire. Mais ce qui m'a vraiment séduit, c'était sa personnalité. Enjouée, confiante, elle faisait en sorte que chaque personne qui s'arrêtait à son stand se sente comme la plus intéressante qu'elle ait rencontrée de la journée. On a commencé à discuter et elle semblait vraiment s'intéresser à moi, m'a posé des questions sur mon travail, a ri à mes blagues, qui ne sont pourtant pas si drôles, voulait connaître mes passe-temps. Elle m'a parlé de sa passion pour la stratégie de marque digitale et la création d'expériences clients authentiques, beaucoup de mots à la mode du marketing, mais elle avait l'air intelligente quand elle expliquait. Je lui ai demandé son numéro et elle me l'a donné tout de suite. Pas de jeu, pas de laisse-moi réfléchir, elle a juste dit qu'elle adorerait dîner avec moi un jour. On est sorti ce jeudi-là dans un resto mexicain que je connaissais et la conversation a coulé de source. Elle était facile à parler, semblait intéressée par tout ce que je disais et quand j'ai proposé de payer, elle a paru vraiment reconnaissante au lieu de s'y attendre. Les premiers mois étaient incroyables. Elle était affectueuse, agréable à côtoyer, géniale au lit, et semblait réellement aimer passer du temps avec moi. On faisait des randonnées le week-end, on découvrait de nouveaux restaurants, on regardait des films chez moi. Elle a commencé à dormir chez moi de plus en plus souvent parce que son appartement était minuscule et dans un quartier pourri près de l'aéroport. C'est là que j'ai commencé à remarquer sa situation financière. Ashley était toujours stressée à propos de l'argent. Son boulot en marketing lui rapportait environ 36 000 $, ce qui est ridicule à Phoenix. En plus, elle avait des prêts étudiants de l'Université d'État d'Arizona, des dettes de cartes de crédit, et se plaignait constamment de l'augmentation des prix. Pendant ce temps, je gagnais presque 3 fois son salaire et vivais assez confortablement.
Elle a commencé à dormir chez moi presque toutes les nuits puis a fini par emménager sans qu'on ait jamais eu de conversation officielle à ce sujet. Petit à petit, ses affaires sont apparues, des produits de toilette dans ma salle de bain, des vêtements dans mon placard, puis des objets plus gros comme son bureau et quelques meubles. Quand elle a évoqué l'idée de partager les dépenses, j'ai pensé que je devais être l'homme et prendre mes responsabilités. L'arrangement me paraissait raisonnable à l'époque. Je payais le loyer, mon prêt hypothécaire n'était que de 1 850 $ par mois, les charges, Internet, la plupart des courses, et elle s'occupait de son prêt auto, de quelques petites dépenses domestiques, et se concentrait sur l'épargne pour notre avenir ensemble. Elle en a fait tout un discours sur ce que cela signifiait pour elle, combien cela la rassurait, qu'elle n'avait jamais eu un homme qui la traitait aussi bien. Avec du recul, je peux voir clairement comment elle m'a manipulé depuis le premier jour. Elle faisait constamment des commentaires sur mon succès et ma générosité, sur la chance qu'elle avait d'être avec quelqu'un d'aussi stable et mature. Elle devenait émotive en parlant de son stress financier et combien mon soutien comptait pour elle. Elle me faisait sentir comme un héros pour aider la femme dont je tombais amoureux. Pendant plus de 2 ans, cet arrangement a continué. Je couvrais probablement 85% de nos dépenses pendant qu'elle était censée économiser de l'argent et rembourser ses dettes. On est parti en voyage à Sedona, San Diego, Vegas. Je payais les hôtels et les billets d'avion. Elle payait de petites choses comme les snacks ou le stationnement. On allait dîner dans des restaurants chics plusieurs fois par semaine, et c'était toujours ma carte qui sortait. Elle devenait de plus en plus exigeante à ce sujet aussi, suggérait des restaurants chers sans même faire semblant de proposer de partager l'addition, s'irritait quand je voulais rester à la maison et cuisiner au lieu de sortir, faisait des remarques comme « je croyais que tu voulais prendre soin de moi » chaque fois que j'hésitais à dépenser. Elle boudait si je proposais un endroit moins cher ou si je demandais à ne pas prendre d'entrée. Le pire, c'était à quel point elle devenait arrogante à propos de tout. Elle commandait le plat le plus cher du menu, prenait plusieurs boissons, un dessert, tout le tralala, ne disait plus jamais merci, elle s'y attendait simplement. Elle a commencé à faire allusion à des cadeaux coûteux qu'elle voulait pour son anniversaire, Noël, la Saint-Valentin. Elle s'est mise en colère quand je lui ai offert un joli collier de chez K. Jeweler au lieu de Tiffany. Elle gardait aussi sa vie sociale complètement séparée de la mienne. J'ai rencontré peut-être 3 de ses amis en 2 ans, et toujours brièvement. Elle trouvait toujours des excuses quand je suggérais des sorties en double ou en groupe, disait que ses amies étaient différentes et ne comprendraient pas notre dynamique de couple. Je pensais qu'elle voulait juste protéger ce que nous avions. En réalité, elle protégeait son putain d'arnaque. Les signaux d'alerte étaient partout, mais j'étais trop aveuglé pour les voir clairement. Elle esquivait les conversations sérieuses sur notre avenir, disait toujours qu'elle n'était pas prête à penser aussi loin, ne voulait jamais parler d'emménager ensemble dans un endroit plus grand ni de regrouper nos finances officiellement. Elle devenait étrange chaque fois que j'abordais le sujet du mariage ou des enfants, disant qu'elle était encore en train de se découvrir. Mais le sexe était bon et elle me faisait me sentir important, alors j'ai ignoré tous les signes comme un idiot. Il y a 2 semaines, un mardi après-midi vers 14 h, je travaillais à domicile dans ma chambre d'amis qui me sert aussi de bureau. Je le fais peut-être 2 fois par semaine quand je n'ai pas besoin d'être physiquement présent pour coordonner avec les chauffeurs et que je peux gérer les plannings depuis mon ordinateur. Ashley était dans le salon, en train de faire l'un de ses appels vidéo réguliers avec son équipe marketing de l'agence. J'étais concentré sur la revue des itinéraires d'expédition de la semaine suivante quand j'ai réalisé que j'avais besoin de lui poser une question au sujet du dîner prévu avec mes parents ce week-end-là. Ma mère me demandait depuis des semaines quand on pouvait tous se retrouver, et j'oubliais toujours de confirmer avec Ashley. J'ai enlevé mes écouteurs et j'étais sur le point de l'appeler quand j'ai entendu sa voix depuis le salon, mais quelque chose n'allait pas. Elle parlait beaucoup plus doucement que d'habitude, comme si elle ne voulait pas qu'on l'entende. Le ton m'a fait m'arrêter net et écouter au lieu de l'interrompre. Donc Jake arrête pas de faire des allusions sur à quel point notre voyage à Denver le mois prochain va être spécial, disait Ashley à quelqu'un. Sa voix avait ce ton amusé, presque moqueur, que je ne lui avais jamais entendu avant. Mon Dieu, je te jure, s'il me demande en mariage, je ne sais pas ce que je vais foutre. Comment tu refuses un mec qui paie littéralement toutes tes factures? J'ai eu l'impression qu'on me frappait dans le ventre. Je suis resté figé dans le couloir, espérant avoir mal entendu. Une voix féminine a ri, ça ressemblait à celle de sa collègue Sarah que j'avais croisée une fois rapidement. Oh ma belle, c'est chaud, tu dis oui et tu le largues après quelques mois. Tu pourrais sûrement récupérer la moitié de ses affaires à la rupture. Elles se sont mises à rire comme si c'était la chose la plus drôle au monde. Je sais hein, a continué Ashley, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Mais honnêtement Sarah, je ne suis tellement pas prête à rester avec Jake pour toujours.
Il est gentil et tout mais putain, qu'est-ce qu'il est chiant, j'en regardais de la peinture séchée. Aucune ambition au-delà de son petit boulot en logistique, pas d'excitation, juste la même routine tous les jours. Où aimaient les mecs chiants paient les factures, a répondu Sarah, et elles ont encore ri. Exactement, c'est littéralement la seule raison pour laquelle je suis encore là. Regarde, mon compte épargne n'a jamais été aussi beau de toute ma vie. Mes prêts étudiants sont presque complètement remboursés, mes cartes de crédit sont à zéro, et j'ai un joli fonds d'urgence qui se constitue. Donne-moi encore 6 ou 8 mois et j'aurai assez économisé pour avoir mon propre appart quelque part où on s'amuse vraiment, peut-être Los Angeles ou Miami. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser. 2 ans et demi de ma vie et voilà ce qu'elle pensait vraiment de moi. Sarah a demandé si elle pensait que je me doutais de quelque chose et Ashley a répondu tranquillement, pas du tout, il est complètement à côté de la plaque. Juste la semaine dernière, il a commencé à parler de vouloir avoir des enfants dans quelques années et j'ai souri en hochant la tête pendant que je calculais combien de temps il me restait à profiter de cette situation. La façon dont elle l'a dit était si froide, si factuelle, comme si elle parlait d'une transaction commerciale. L'astuce, c'est de le garder juste assez heureux pour qu'il ne se doute de rien, un peu de sexe de temps en temps, faire semblant de m'enthousiasmer pour ses passe-temps chiants, faire croire que je m'intéresse quand sa mère appelle. Franchement, c'est assez facile une fois qu'on a trouvé la formule. Puis Sarah a dit quelque chose qui m'a fait bouillir de rage. T'es comme un génie financier, la plupart des filles dépenseraient l'argent en conneries, mais toi t'es en train de te constituer un patrimoine grâce à ce mec. Je sais j'ai perfectionné la méthode maintenant. Le laisser croire qu'il est le grand pourvoyeur pendant que je mets de côté tout ce que je peux. Il paie toutes les vraies dépenses, je garde mon salaire et tout l'argent des cadeaux d'anniversaire ou autres. C'est brillant. Puis quelqu'un d'autre a rejoint le rappel et Ashley est immédiatement passée en mode professionnel, parlant de campagne client et de délai de projet comme si elle n'avait pas juste exposé son plan pour me vider financièrement. Je suis retourné dans le bureau, sentant que le sol s'effondrait sous mes pieds, je me suis assis à mon bureau mais je n'arrivais plus à me concentrer sur rien. Mes mains tremblaient réellement. 2 ans et demi à penser que nous construisions un avenir ensemble, à planifier une demande en mariage, à parler d'enfants et de vie commune, et tout cela n'était qu'un jeu pour elle, un moyen de m'extorquer de l'argent. Tout a soudain pris un sens horrible. Pourquoi elle n'avait jamais voulu parler sérieusement de notre avenir, pourquoi elle avait toujours de l'argent pour elle mais jamais pour les dépenses communes, pourquoi elle tenait ses amis éloignés de moi et ils savaient probablement tout ce qu'elle faisait, pourquoi elle devenait bizarre dès qu'on évoquait le fait de joindre nos finances ou de rendre quoi que ce soit officiel. Je n'étais pas son petit ami, j'étais son putain de salaire. Je n'ai pas confronté Ashley tout de suite, et je suis content d'avoir gardé le silence. Une partie de moi était sous le choc complet, mais surtout je devenais de plus en plus furieux à chaque minute. Cette garce m'avait utilisé pendant plus de 2 ans, en riant de moi avec ses collègues, en traitant toute notre relation comme une transaction commerciale, alors que moi je planifiais de passer ma vie avec elle. Le reste du mardi a été une vraie torture. Quand elle a terminé son appel vers 16 heures, elle est entrée dans le bureau toute souriante et affectueuse, m'a embrassé sur la joue, m'a demandé comment se passait ma journée, a mentionné quelque chose à propos d'un nouveau restaurant italien qu'elle voulait essayer pour le dîner, jouant à la petite amie parfaite alors que je savais qu'elle préparait en secret sa stratégie de fuite. Comment s'est passé ton appel d'équipe, ai-je demandé, testant pour voir si elle montrerait le moindre signe de culpabilité ou de nervosité. Oh, les conneries habituelles, Sarah se plaint toujours de ses clients, Marcus est encore en retard sur ses projets, même drame, autre jour. Elle l'a dit avec une telle désinvolture, comme si elle n'avait pas juste discuté de son plan pour me larguer une fois qu'elle aurait économisé assez. Nous sommes allés dîner et elle était bavarde et impliquée, posait des questions sur mon travail, parlait de drame avec ses clients à l'agence, a même proposé d'aller explorer un nouveau sentier de randonnée samedi. Pendant tout ce temps, j'attendais qu'un défaut apparaisse dans son jeu, mais il n'y avait rien. Elle était une meilleure actrice que je ne l'avais jamais imaginée. Ce soir-là, c'est elle qui a initié le sexe, et j'ai dû me retenir de toutes mes forces pour ne pas craquer. Elle faisait semblant d'être passionnée et aimante alors qu'en secret, elle me considérait comme un simple ticket de repas. J'ai fait semblant, mais je me suis senti malade tout le temps. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, mardi. Je suis resté allongé à planifier pendant qu'elle dormait paisiblement à côté de moi, rêvant probablement à son fond d'évasion ou peu importe. Mercredi matin, je savais exactement ce que j'allais faire, et cela allait être bien plus qu'un simple « tu dégages ». Mercredi matin, j'ai appelé au travail pour dire que j'étais malade, j'ai expliqué à mon superviseur que j'avais une gastro et que j'aurais sans doute besoin de quelques jours de repos. Ensuite, je me suis mis au travail. Premier appel, ma banque.
J'ai expliqué que je devais retirer immédiatement un utilisateur autorisé de mes comptes pour des raisons de sécurité. Ashley était sur l'une de mes cartes de crédit que nous utilisions pour les courses et les dépenses ménagères, et elle avait aussi accès à ma carte de débit en cas d'urgence. Je l'ai fait retirer de tout, et j'ai demandé de nouvelles cartes avec des numéros différents. Ensuite, j'ai passé en revue tous les comptes et abonnements partagés, Netflix, Hulu, Spotify, l'abonnement à la salle de sport sur lequel je l'avais ajouté, même le service de livraison de courses. J'ai soit supprimé totalement son accès, soit modifié les moyens de paiement vers des comptes qu'elle ne pouvait pas toucher. J'ai appelé notre fournisseur Internet et fait changer le mot de passe du compte. Pareil pour les services d'électricité et d'eau. Si elle voulait rester chez moi, elle n'avait qu'à se débrouiller pour mettre en place ses propres services. Puis j'ai appelé la société de prêt immobilier juste pour confirmer que le condo était uniquement à mon nom et qu'elle n'avait aucun droit légal dessus. La représentante m'a confirmé que puisque nous n'étions pas mariés et qu'elle n'était ni sur l'acte de propriété ni sur le prêt, elle était légalement une simple locataire sans aucun droit. J'ai aussi contacté mon pote Mike qui travaille aux ressources humaines dans une grande entreprise. Je lui ai posé quelques questions hypothétiques sur ce qui se passe quand quelqu'un est licencié versus quand il démissionne, les allocations chômage, ce genre de choses. Je n'ai pas expliqué pourquoi je posais ces questions, j'ai juste dit que je m'intéressais au droit du travail. Le plus difficile a été de rester normal face à Ashley pendant les 2 jours suivants. Mercredi et jeudi ont été brutaux. Elle continuait à se montrer douce et affectueuse, faisait des projets pour le week-end, parlait de vouloir redécorer le salon, tout cela pendant que je savais qu'elle comptait les jours avant de pouvoir disparaître avec une partie de mon argent. Jeudi soir, elle a mentionné qu'elle voulait faire du shopping pour des vêtements de travail et m'a demandé si elle pouvait utiliser notre carte de crédit, puisque sa carte personnelle était plafonnée à cause de ses soins dentaires. J'ai dit oui, sachant qu'elle serait refusée, curieux de voir comment elle réagirait une fois que la fontaine d'argent gratuit serait coupée. Vendredi matin, elle est partie au travail comme d'habitude, m'a embrassé pour me dire au revoir, m'a dit qu'elle m'aimait, a mentionné qu'elle pourrait dîner avec quelques collègues après le travail et m'enverrait un message plus tard. Même à ce moment-là, sachant ce que je savais, une partie de moi voulait croire que ses sentiments étaient réels. C'est à quel point elle était douée dans cette merde. Mais j'en avais fini de me faire avoir. Vendredi soir, Ashley a envoyé un message vers 17h30, disant qu'elle allait faire du shopping avec Sarah et d'autres collègues, puis qu'elle sortirait peut-être dîner et boire un verre, donc qu'elle rentrerait tard. Parfait pour ce que j'avais planifié. Dès que j'ai su qu'elle était partie, je suis passé en mode exécution. Je planifiais ça depuis 3 jours et j'étais prêt à retourner complètement la situation. D'abord, j'ai méthodiquement emballé tout ce qui m'appartenait ou que j'avais acheté pour elle. Les bijoux coûteux que je lui avais offerts pour ses anniversaires et à Noël, de retour en ma possession. Le sac à main de luxe que je lui avais offert pour la Saint-Valentin, qui m'avait coûté $800, désormais à moi. L'ordinateur portable que j'avais acheté quand le sien avait soi-disant planté juste avant un projet important au travail, récupéré. J'ai même fouillé dans la salle de bain et repris tous les produits de soins et de maquillage de luxe que je payais. Chaque article a été mis dans des cartons, avec une liste détaillée de ce qu'ils contenaient. Je ne volais pas ses affaires, je reprenais simplement ce que j'avais payé, puisqu'apparemment tout cela n'était que des prêts pour l'aider à se stabiliser. Ensuite, j'ai fouillé plus soigneusement son espace personnel. J'ai trouvé des choses très intéressantes dans son tiroir de bureau. Des relevés bancaires montrant qu'elle avait bien plus d'argent de côté qu'elle ne m'en avait jamais parlé, des relevés de cartes de crédit que je n'avais jamais vus avec des achats qu'elle m'avait cachés, des tickets de caisse de vêtements et d'accessoires de luxe qu'elle prétendait avoir reçus en cadeau. Mais le vrai trésor, c'était un petit carnet rempli de ce qui ressemblait à du suivi de dépenses et des calculs d'épargne. Des pages de chiffres montrant ses dépenses mensuelles, son salaire net, des montants d'épargne projetés. Il y avait même différents scénarios calculés, si le loyer augmente, si Jack paie les vacances, si une urgence survient. Elle avait vraiment transformé notre relation en un putain de plan d'affaires. À la fin du carnet se trouvaient des noms et numéros que je ne reconnaissais pas, ainsi que des notes de chronologie. Une page portait la mention objectif $25 000 d'ici mars en haut, avec un tableau indiquant comment elle comptait atteindre ce montant. J'ai pris des photos de tout avec mon téléphone avant de tout remettre exactement à sa place. Puis vint la partie la plus satisfaisante, rédiger son message d'adieu. Je voulais que ce soit on ne peut plus clair que je savais exactement ce qu'elle faisait, tout en lui faisant comprendre que son petit jeu était terminé. Ashley, j'ai entendu ta conversation avec Sarah mardi à propos de tes objectifs d'épargne et de ta stratégie de départ. Félicitations pour être presque arrivé à tes objectifs financiers. Malheureusement, tu n'auras pas l'occasion de finir le travail. Je t'ai retiré de tous mes comptes,
avec effet immédiat. Les cartes de crédit ne fonctionnent plus, les cartes bancaires sont annulées et j'ai changé tous les mots de passe. J'ai aussi emballé tout ce que j'ai acheté pour toi au cours des 2 dernières années, puisqu'apparemment, ce n'était que des prêts pour t'aider à démarrer. Tes affaires personnelles sont dans des cartons près de la porte d'entrée. Je prendrai en charge le paiement de l'hypothèque jusqu'à la fin de ce mois, afin que tu aies un peu de temps pour trouver une nouvelle solution de logement, mais c'est là que ma générosité s'arrête. Le train du luxe vient de dérailler. J'espère que ton compte épargne valait la peine de jeter quelqu'un qui t'aimait réellement. Jack. PS, la prochaine fois que tu veux discuter de ta stratégie financière avec tes collègues, pense à couper ton micro. J'ai laissé la lettre sur le comptoir de la cuisine, là où elle la verrait à coup sûr, j'ai mis ses affaires près de la porte, et j'ai pris mon sac de sport avec assez de vêtements et d'essentiels pour quelques jours. Ensuite, je suis allé chez Mike pour attendre que les feux d'artifice commencent. Mike a vu ma tête et a tout de suite compris que quelque chose de gros s'était passé. Quand je lui ai expliqué toute l'histoire, il a juste secoué la tête et dit « Mec, je le savais, il y avait toujours un truc bizarre chez elle. Elle avait l'air fausse à mort chaque fois qu'on sortait tous ensemble, comme si elle jouait un rôle au lieu d'être elle-même. Ça m'a fait mal, parce que ça voulait dire que j'étais aveugle à quelque chose que mes amis avaient vu. Mais c'était aussi une validation de savoir que je n'étais pas fou. J'ai éteint mon téléphone vendredi soir et je l'ai gardé éteint tout le week-end. J'avais besoin de temps pour digérer tout ça sans être bombardé par la crise inévitable d'Ashley. En plus, j'étais sincèrement curieux de voir combien de temps il lui faudrait pour se rendre compte que son manège était terminé. Dimanche soir, vers 20h, j'ai enfin rallumé mon téléphone. Ce que j'ai vu était absolument magnifique. 52 appels manqués, 31 messages vocaux, 67 messages textes, tous d'Ashley. Et voir sa descente émotionnelle se dérouler en temps réel était encore plus satisfaisant que ce que j'avais imaginé. La chronologie racontait toute l'histoire. Vendredi 19h43, hey bébé, un truc bizarre s'est passé avec la carte au magasin Nordstrom, elle a été refusée, ce qui n'a aucun sens, tu peux appeler la banque? Je suis super gêné, la caissière était une vraie connasse. Vendredi 21h15, Jack, t'es où? Je suis rentré et il y a des cartons partout et une lettre folle sur le comptoir, c'est quoi ce délire, rappelle-moi tout de suite. Vendredi 21h22, c'est complètement dingue, tu vas détruire toute notre relation pour un truc que tu crois avoir entendu pendant un appel pro? Tu es devenu complètement cinglé. Vendredi 21h45, j'ai essayé d'appeler la banque, ils ont dit que je ne suis plus autorisé sur le compte, Jack, qu'est-ce que t'as foutu, rappelle-moi immédiatement pour qu'on règle ça. Puis sont venues les tentatives de manipulation mentale. Vendredi 22h30, ok, je crois savoir ce qui s'est passé, tu as évidemment mal compris quelque chose dans mon appel avec Sarah, on parlait d'une amie à elle, pas de nous, tout ça est juste un énorme malentendu qu'on peut clarifier si tu réponds à ton putain de téléphone. Samedi 6h15, je n'ai pas dormi de la nuit en pensant à ça, tu sais comment les filles parlent quand on évacue le stress du travail, je me défoulais, je parlais pas vraiment de nous, reviens à la maison pour qu'on puisse régler ça comme des adultes. Samedi après-midi, la panique s'installait vraiment. Samedi 14h20, Jack, je ne peux pas me permettre de rester ici toute seule et tu le sais, mon salaire couvre à peine mon prêt voiture et mes prêts étudiants. Je n'ai que $8 400 sur mon compte courant, qu'est-ce que je suis censé faire pour le loyer, pour manger, tu ne peux pas simplement m'abandonner comme ça. Samedi 18h45, j'ai appelé ton travail et ils m'ont dit que tu étais en arrêt maladie. Mike refuse de me dire où tu es. C'est complètement ridicule. On est ensemble depuis plus de 2 ans, est-ce que ça ne veut rien dire pour toi? Dimanche a apporté les messages vraiment désespérés. Dimanche 10h du matin, j'ai parlé avec ma mère et elle pense que tu fais une sorte de dépression. Ce n'est pas du tout toi. Peut-être que tu devrais parler à un professionnel de ce que tu ressens. Dimanche 15h15, ok très bien, peut-être que j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû, mais les gens disent des conneries quand ils sont stressés. Ce n'est pas une raison pour faire exploser toute notre vie ensemble. Je t'aime Jack, et je sais que tu m'aimes aussi. Dimanche 19h20, j'ai peur et je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas me permettre de vivre seul dans cette ville. Mon crédit n'est pas assez bon pour obtenir quelque chose de correct. S'il te plaît, rentre à la maison qu'on puisse en discuter calmement. Je ferai tout ce qu'il faut pour arranger ça. Les messages vocaux étaient encore meilleurs. J'ai écouté les 31 et on pouvait l'entendre devenir de plus en plus paniqué dans chacun. Elle a commencé par être en colère et exigeante, est passée par la confusion et les supplications, et a fini en panique totale à propos de sa situation financière.
Mais voilà ce qui a vraiment confirmé tout ce que j'avais besoin de savoir, dans tous ses messages, tous ses vocaux, pas une seule fois elle ne s'est excusée pour ce qu'elle avait dit. Pas une seule fois elle n'a nié avoir prévu de me quitter. Tout son discours était centré sur les désagréments que cela lui causait, pas sur le fait qu'elle m'avait manipulé émotionnellement pendant plus de 2 ans. Le mot injuste revenait tout le temps, comme si c'était injuste de ma part d'arrêter d'être sa banque personnelle après avoir découvert qu'elle se servait de moi. Parfait. La phase 1 de son éducation était terminée. Il était temps de passer à la phase 2. Lundi matin, j'ai encore appelé pour dire que j'étais malade, expliquant à mon superviseur que la gastro persistait et que je serais probablement de retour mardi. En réalité, j'étais sur le point de devenir une unité d'investigation à moi tout seul. Tu vois, travailler dans la logistique t'apprend à être attentif aux détails et à suivre les traces. Quand des expéditions disparaissent ou que des itinéraires sont foireux, il faut tout retracer pour savoir ce qui s'est passé. J'ai décidé d'appliquer ces mêmes compétences aux antécédents d'Ashley. J'ai commencé par la traquer sur les réseaux sociaux, j'ai épluché son Facebook, Instagram, LinkedIn, partout où je pouvais trouver des infos sur son passé. La plupart de ses publications étaient plutôt banales, mais j'ai commencé à remarquer des motifs. Beaucoup de photos dans des restaurants chics et des voyages qui semblaient coûteux pour quelqu'un qui gagne 36 000 $ par an. Des photos avec différents mecs au fil des années et ce qui ressemblait à des relations amoureuses. C'est là que j'ai commencé à creuser dans ses anciennes adresses via les registres publics et des sites de recherche inversés. J'ai découvert qu'elle avait vécu à Dallas avant de venir à Phoenix, et avant ça, elle était à Denver pendant quelques années. J'ai fait un peu de détective sur Facebook et trouvé les profils de mecs qui avaient été identifiés sur ces anciennes photos de ces villes. Ça m'a pris du temps, mais j'ai finalement identifié 2 gars qui semblaient avoir eu des relations sérieuses avec elle selon les photos et les dates. David de Dallas avait l'air d'être dans la finance, d'après son profil LinkedIn. Il gagnait bien sa vie, bel appartement sur les photos. La relation avec Ashley semblait avoir duré environ 1 an et demi, à en juger par la période pendant laquelle ils apparaissaient ensemble sur les réseaux. Chris de Denver semblait travailler dans l'immobilier, lui aussi visiblement à l'aise financièrement, avec une relation de durée similaire, peut-être 2 ans. J'ai passé une bonne partie de mon lundi à rédiger des messages pour eux deux. Je devais faire attention à la manière de les aborder. Je ne pouvais pas simplement contacter des inconnus et accuser leur ex de les avoir arnaqués. J'ai opté pour quelque chose de simple et direct, bonjour prénom, je sais que c'est étrange, mais je sors actuellement avec Ashley non, et certaines choses ont surgi qui m'ont rendu curieux à propos de ces relations passées. Seriez-vous disposé à avoir une brève conversation sur votre expérience avec elle? Je comprends si c'est trop bizarre pour vous et que vous préférez ne pas vous impliquer. J'ai envoyé les 2 messages lundi soir et attendu. David a répondu mardi matin, mec, t'es sérieux? Cette fille est un poison pur, appelle-moi, il faut qu'on parle. Chris a répondu quelques heures plus tard, putain, je me demandais si ce jour allait un jour arriver, oui absolument, il faut qu'on parle, cette femme a détruit ma vie. Les 2 conversations ont été incroyablement révélatrices. David m'a raconté qu'Ashley avait utilisé des tactiques presque identiques avec lui. Elle avait emménagé après environ 6 mois, prétendu des difficultés financières, l'avait convaincu de prendre en charge la plupart des dépenses pendant qu'elle se remettait sur pied. Il avait tout payé, loyer de son bel appartement à Dallas, charges, courses, dîners, week-end, il l'avait même aidé à rembourser sa dette de carte de crédit. Le plus dingue, c'est à quel point elle semblait reconnaissante. David expliquait qu'elle lui disait sans cesse à quel point elle avait de la chance de l'avoir trouvé, combien son aide comptait pour elle. Elle le faisait se sentir comme un héros parce qu'il prenait soin de sa femme. Après environ 18 mois, Ashley est devenue distante, moins affectueuse, plus critique, trouvant toujours des raisons de se disputer. Puis un jour, David est rentré chez lui et elle avait disparu, entièrement vidé ses affaires, laissé une note disant qu'elle avait besoin d'espace pour se retrouver et que la relation était arrivée à son terme. Mais voici la partie vraiment tordue, David a découvert après son départ qu'elle lui avait volé. Tu te rappelles de cette Rolex que mon grand-père m'avait laissée? Elle a prétendu qu'elle était tombée dans la canalisation de la salle de bain pendant une dispute. En réalité, elle l'avait mise en gage. Il a retrouvé le reçu dans son ancienne boîte à bijoux après qu'elle ait déménagé. L'histoire de Chris était étrangement similaire, mais en pire. Ashley avait vécu avec lui pendant presque 2 ans, même arrangement financier, même éloignement émotionnel progressif, mais quand elle a quitté Chris, elle avait accumulé plus de 4 000 $ de frais sur sa carte de crédit dans les dernières semaines avant de disparaître. Elle devait planifier ça depuis des mois, m'a dit Chris. Avec le recul, elle a commencé à me demander plus souvent d'utiliser ma carte,
pour des urgences ou des dépenses de travail qui n'étaient jamais remboursées. Quand j'ai compris ce qui se passait, elle était déjà partie. Les deux gars ont mentionné autre chose qui m'a fait bouillir de rage. Ashley avait parlé en mal d'eux à leurs amis communs après les ruptures, se faisant passer pour la victime. Elle avait raconté que David était trop strict avec l'argent et que Chris était émotionnellement distant, se décrivait comme une femme qui avait tout essayé pour faire fonctionner des relations toxiques, mais avait finalement dû partir pour son propre bien. Le pire, c'est que j'ai cru que c'était de ma faute pendant un moment, a dit David. Je me suis demandé si je n'avais pas été un assez bon petit ami, peut-être trop concentré sur mon travail, peut-être qu'elle avait vraiment besoin d'espace pour évoluer. Il m'a fallu des mois pour comprendre que je m'étais fait avoir. Mardi soir, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai cru que c'était Ashley qui appelait depuis le téléphone de quelqu'un d'autre, mais c'était en réalité Sarah, de son travail. « Jake, il faut que je te parle », a-t-elle dit d'une voix hyper nerveuse. Ashley a raconté à tout le monde au bureau que tu avais fait une sorte de crise mentale et que tu avais disparu sans explication. Mais après ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne peux plus me taire. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ai-je demandé. Ashley s'est fait virer ce matin. Ils ont découvert qu'elle gonflait ses notes de frais depuis des mois, en déclarant des achats personnels comme dépenses professionnelles, en exagérant les montants des remboursements, même en facturant des repas personnels comme des déjeuners clients. Quand ils l'ont confrontée, elle a essayé de rejeter la faute sur le logiciel comptable et a dit que c'était des erreurs. C'était nouveau pour moi, mais ça faisait parfaitement sens. Ashley exploitait toutes les failles. Le truc, a continué Sarah, c'est que je me sens coupable depuis cette conversation que tu as entendue la semaine dernière. Quand Ashley a commencé à dire aux gens au bureau que tu l'avais abandonné sans prévenir, j'ai compris que c'était plus grave que je ne le pensais. Sarah m'a confirmé ce que David et Chris m'avaient dit. Ashley gardait des dossiers détaillés de sa planification financière, des tableurs pour suivre ses dépenses, ses objectifs d'épargne, des projections temporelles. Elle les avait montrés à Sarah une fois, quand elle était ivre, en se vantant de combien elle avait économisé en étant stratégique dans ses relations. Ton nom apparaissait dans ses fichiers, Jake, dans les en-têtes de colonne, avec différents scénarios de dépenses, des montants d'épargne projetés selon la durée de votre relation. C'était carrément dégueulasse. C'est là que j'ai compris qu'Ashley n'était pas juste une croqueuse de diamants. Elle menait une véritable escroquerie de longue durée, à grande échelle. Plusieurs victimes, des tactiques perfectionnées, une planification rigoureuse. C'était sa vraie carrière, et elle était tombée sur le mauvais mec. Le mercredi, j'avais assez d'informations pour détruire complètement le monde d'Ashley, et j'étais prêt à tout utiliser. Le timing ne pouvait pas être meilleur. Ashley avait été virée mardi matin pour fraude sur note de frais, ce qui voulait dire qu'elle devait paniquer à propos de sa perte soudaine de revenus, en plus d'avoir perdu sa vie gratuite avec moi. Mercredi après-midi, Ashley m'a appelé depuis un autre numéro. J'étais prêt. Jake, Dieu merci, j'essaie de te joindre depuis des jours, il faut qu'on parle de ce malentendu avant que ça n'aille trop loin. Ah oui, quel malentendu, Ashley? Le truc que tu crois avoir entendu lors de mon appel pro. Je parlais de la relation de Sarah, pas de la nôtre. Elle a des problèmes avec son copain et je lui donnais juste des conseils. Tu as tout sorti de son contexte. Je l'ai laissé parler quelques minutes, l'écoutant tisser ce mensonge élaboré à propos d'un énorme malentendu. Quand elle a fini, j'ai sorti l'artillerie lourde. Ashley, je sais que tu as été virée hier pour falsification de notes de frais. Je sais pour David à Dallas, et la Rolex que tu lui as volée. Je sais pour Chris à Denver, et les $4000 que tu as dépensés sur sa carte de crédit avant de disparaître. Et je sais pour les tableurs où tu planifies ta stratégie financière pour vider les mecs jusqu'au dernier sou. Silence total à l'autre bout de la ligne. Je sais aussi que tu es sur le point de faire une demande d'allocation chômage après avoir été licencié pour fraude. Ça ne va probablement pas bien se passer pour toi. Quand elle a enfin parlé, sa voix était complètement différente. Fini la gentillesse simulée, fini la manipulation. Juste de la panique brute. Jake, je ne sais pas ce que les gens t'ont raconté, mais voilà ce qui va se passer. Je l'ai interrompu. Tu vas disparaître complètement de ma vie. Plus d'appels, plus de messages, plus de visites chez moi en pleurant et en suppliant. Parce que si tu ne le fais pas, je vais appeler ton ancien employeur pour leur dire que tu es probablement en train de déposer une demande de chômage frauduleuse. Je vais aussi contacter le bureau des allocations chômage de l'État à propos de ta situation. Tu n'as pas le droit de faire ça. Je vais aussi publier ton histoire dans chaque groupe Facebook local,
applications de rencontres et forums Reddit que je peux trouver. Ton vrai nom, tes photos, tes méthodes, tout. Considère ça comme un service public pour protéger d'autres mecs de ton petit modèle économique. Elle s'est mise à pleurer, probablement la première émotion sincère que j'avais entendue d'elle depuis des années. Jake, s'il te plaît. Je suis désolé, d'accord? J'ai paniqué, mais je peux changer. J'avais juste peur de l'engagement et j'ai dit des choses stupides. Je t'aime vraiment. On peut t'arranger ça si tu me donnes une chance. Tu veux savoir le plus drôle, Ashley? En fait, j'ai enregistré notre conversation de mardi. Je l'ai mise en ligne et elle a déjà été vue des milliers de fois. Ta voix, ton plan, ce que tu ressens vraiment pour moi, tout. Peut-être que ta prochaine victime fera une recherche sur ton nom et tombera dessus. En réalité, je n'avais rien enregistré, mais elle ne le savait pas. Les pleurs se sont transformés en véritable hystérie. Elle me suppliait de retirer la publication, proposait de signer une sorte d'accord pour promettre de me laisser tranquille, disait qu'elle retournerait vivre à Dallas et ne me contacterait plus jamais. Mais voilà la chose, je ne suis pas intéressé par des arrangements. Tu as fait tes choix, maintenant tu dois vivre avec les conséquences. Mais je vais te dire ce que je vais faire. Je te donne exactement une semaine pour te ressaisir et quitter Phoenix définitivement. Si tu es encore dans cette ville après mercredi prochain, tous les appels dont j'ai parlé auront lieu. Je n'ai pas assez d'argent pour simplement déménager ailleurs. Mes économies ne sont pas si importantes. Foutaise. Je connais ton vrai compte d'épargne, celui dont tu pensais que je n'étais pas au courant, avec plus de 20 000 $ dessus. Ça devrait largement suffire pour recommencer ailleurs, loin d'ici. Encore plus de sanglots et de supplications, mais j'en avais assez entendu. Une semaine, Ashley. Ne me force pas à te le rappeler. J'ai raccroché et bloqué définitivement son numéro. Fidèle à sa parole, Ashley a quitté Phoenix en quelques jours. J'ai appris par des connaissances communes qu'elle était retournée vivre chez ses parents dans une petite ville près de San Antonio. Sa demande de chômage a été rejetée à cause des circonstances de son licenciement. Elle travaille maintenant chez Target, au salaire minimum. Mais le meilleur est arrivé environ 2 semaines plus tard, quand j'ai reçu des messages de David et Chris. Apparemment, Ashley avait tenté de les contacter pour leur demander de l'argent, histoire de se remettre sur pied. Elle avait écrit à David en premier, avec une histoire larmoyante sur un ex-petit ami abusif qui lui aurait volé son argent et l'aurait abandonné. David a immédiatement transféré son message à Chris, et ils l'ont tous deux bloqué après avoir partagé ce qu'ils savaient sur ses méthodes. La dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'elle avait tenté la même histoire avec quelques autres mecs de son passé, et qu'elle avait eu la même réponse. L'information circulait dans son entourage, Ashley, c'était du poison. La cerise sur le gâteau, c'est d'apprendre que Sarah avait signalé les fausses notes de Fred Ashley à leur ancien employeur après avoir compris toute l'étendue de ce qu'Ashley faisait. L'entreprise a décidé de porter plainte pour l'argent qu'elle avait volé via ses fausses déclarations. Ainsi, Ashley est passée d'une situation confortable, avec un revenu stable plus de 20 000 $ d'épargne, un bon crédit et un bel appartement, à un emploi en grande surface dans une petite ville, vivant chez ses parents, et risquant maintenant des poursuites pénales pour fraude. Tout ça parce qu'elle n'a pas pu s'empêcher de se vanter de son arnaque pendant un appel vidéo. À tous les mecs qui lisent ça, si votre copine garde sa vie sociale séparée de vous, ne contribue pas financièrement mais a toujours de l'argent pour ses affaires personnelles, et évite les conversations sérieuses sur votre avenir commun, foutez le camp. Ne marchez pas, courez. Ces prédatrices existent, et elles sont très douées. Faites confiance à votre instinct, faites attention aux signaux d'alarme, et souvenez-vous que quelqu'un qui vous aime vraiment ne voit pas votre relation comme une transaction commerciale. Et assurez-vous toujours que vous êtes en mode silencieux pendant les appels importants. On ne sait jamais qui pourrait écouter.